beaucoup. Merci à tous et à tous d'être là. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu du premier chapitre de notre enquête qu'on a publié du coup mi-décembre dernier, qui s'appelle Jeunesse et recherche d'emploi. Globalement, j'ai l'impression que tout le monde nous connaît dans la salle, mais peut-être on fait un récap rapide pour ceux qui nous connaissent de qui on est. On est une association qui existe depuis 2021, depuis à peu près 2 ans. On a été créé post-Covid, après une étude qui a été menée auprès des moins de 25 ans pour comprendre l'impact justement de ce Covid sur cette génération. Et les parties prenantes à l'époque ont fait plusieurs constats, à la fois un constat de détresse, un constat d'une confiance par rapport à d'autres institutions dans l'entreprise. Et donc, suite à ces deux constats, l'association a été créée pour pouvoir mobiliser les employeurs à l'égard de la jeunesse. Aujourd'hui, on existe depuis 2 ans, on a 5 activités. On a une partie observatoire et du coup, on a gardé cet ADN d'études et on publie régulièrement des études sur la question du rapport au travail en lien avec cette jeunesse plurielle, dont on va vous parler aussi aujourd'hui. On a une partie conférence et donc on parle de ces études qu'on publie, telles qu'aujourd'hui, on fait aussi des restitutions en entreprise, beaucoup de conférences sur ces thématiques intergénérationnelles, jeunesse, rapport au travail. On organise des événements et vous verrez, on a des petites actus à la fin sur nos prochains événements, dont un événement qui a lieu la semaine prochaine, on en reparlera. Beaucoup de projets avec des entreprises, des associations, des organisations où on crée des outils, des ateliers, on intervient en entreprise pour comprendre les jeunes générations, et on a aussi des formations à la fois en entreprise, à la fois pour les jeunes. Voilà un petit rappel juste pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que la majorité, si vous êtes là, probablement que vous nous suivez déjà et vous nous connaissez. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de ce premier chapitre de cette enquête. Donc pour rappeler un petit peu le contexte, pour ceux qui nous connaissent, il y a 1 an, on a publié une enquête qui s'appelle la fresque du parcours jeune. C'était une enquête qui avait vocation à faire 2 choses, à la fois un découpage du parcours collaborateur jeune et à la fois comprendre l'investissement RH dans ce parcours collaborateur et en même temps les attentes des jeunes, et de mettre en miroir l'investissement RH versus les attentes. Et notamment, ce parcours collaborateur, il se découpait en plusieurs étapes. Et la première étape, qui était la rencontre, donc le moment où le jeune prend connaissance de l'existence de l'entreprise, le process de recrutement, etc. Et donc, on a voulu, dans cette étude qui va être faite en plusieurs chapitres, creuser cette question de la rencontre, et notamment la rencontre entre jeunes et entre entreprises, et notamment avec un paradoxe en tête. Je pense que vous devez tous vivre au quotidien. Ce serait intéressant dans vos questions, en tout cas si vous avez des retours d'expérience à ce sujet. Mais globalement, le paradoxe qu'on a voulu investiguer, c'est d'un côté, on observe qu'il y a énormément de jeunes qui ont des difficultés à trouver un emploi et à quel point ça peut être difficile de trouver une première expérience. Et en même temps, dans nos échanges partenaires, on a énormément d'entreprises qui nous disent qu'elles ont de la difficulté à recruter, et énormément de métiers en tension, d'entreprises qui sont sous tension. Donc, on s'est posé la question de pourquoi cette rencontre, finalement, elle ne s'opère pas, pourquoi cette rencontre n'est pas possible. Et on sait très bien que côté jeune, les mêmes difficultés ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, on a voulu axer cette enquête aussi dans un axe jeunesse plurielle, en réfléchissant à quel public ont quelles difficultés, en découpant, en comprenant un petit peu chaque public à sa manière. Et donc, voilà un petit peu le déroulé de ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et juste avant, ce premier chapitre, c'est une revue de littérature qui rassemble plus de 60 sources qu'on a lues, analysées, triées un peu pour vous. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir pré-mâcher et de rendre lisible aussi le nombre d'informations qui existent sur le sujet. C'est une enquête qui va avoir lieu en plusieurs chapitres. Donc, on vous en parlera un petit peu des chapitres suivants, juste après. Et donc, les sources ont été publiées entre 2016 et 2023. Globalement, c'est des sources qui concernent la France, quelques exemples européens et internationaux, mais globalement sur la France. Très rapidement, sur le plan qu'on vous propose aujourd'hui, on va d'abord vous proposer une petite restitution de l'enquête, une synthèse. On a sélectionné des chiffres, on a sélectionné des thèmes, parce que l'enquête, elle fait une 50aine de pages, plus ce premier chapitre, donc on ne pourra pas vous parler de tous les chiffres, mais bien sûr, on vous enverra le lien, et évidemment, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Il y aura une réponse à la fin. Et sur le plan de l'enquête, on a fait une première partie qui est dédiée aux obstacles de la recherche d'emploi quand on est jeune. Quels sont les plus grands obstacles auxquels font face cette jeune génération quand ils arrivent sur le marché de l'emploi? Une deuxième partie qui est plutôt
le reflet d'une jeunesse plurielle et donc comprendre les difficultés par public et se rendre compte que les difficultés ne sont pas les mêmes pour tout le monde et donc mettre en avant quels publics ont plus de difficultés à trouver un emploi. La troisième partie, c'est plutôt le côté employeur. Donc, on s'est posé la question de quelles sont les entreprises qui recrutent le plus de jeunes et aussi quels sont les obstacles et les tensions auxquelles font face ces entreprises. Sur la quatrième partie, c'est l'orientation qu'on a voulu analyser, notamment parce qu'on s'est rendu compte de l'importance de l'orientation en amont de cette rencontre et qui peut aussi, potentiellement, si l'orientation est travaillée, accompagnée, peut limiter cette non-rencontre. Et donc, on s'est posé la question de quelles conséquences pour la recherche d'emploi. Et enfin, une dernière partie sur les attentes des jeunes qui entrent sur le marché du travail. Et donc, on va vous dérouler un petit peu tout ça avec Raphaël. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Super. Eh bien, pour commencer, vous me dites si vous ne m'entendez pas bien, on est en face avec vous, donc on partage le même micro. Pour la première partie, on s'est penché sur la jeunesse, la recherche d'emploi, une première étape difficile. Pourquoi ? Ce qu'on a pu observer d'abord, c'est qu'il y avait 3 obstacles principaux que les jeunes exprimaient durant leur recherche d'emploi, notamment de premier emploi. En top critère, pour 43% des jeunes, le manque d'expérience est un obstacle, c'est l'obstacle principal. Ici, ce qu'on a pu observer dans nos lectures, c'est qu'il y a vraiment un cercle vicieux, le serpent qui se met la queue entre un jeune qui cherche un emploi et qui va postuler à des offres et qui ne va pas être retenu parce que potentiellement il a un manque d'expérience, et une entreprise qui, de l'autre côté, va vouloir chercher quelqu'un avec un petit peu plus d'expérience que quelqu'un qui vient de diplômer ou qui n'a pas eu de diplôme, par exemple. En deuxième position, on a la discrimination, qui est un obstacle pour 24% des jeunes. Donc, la discrimination, c'est une inégalité de traitement qui est fondée sur un critère interdit par la loi. Il y a une liste de 20 critères de discrimination qui est disponible sur le site du ministère du Travail. Globalement, c'est discrimination en fonction du genre, de l'origine, d'un handicap, d'une orientation sexuelle, etc. Et en troisième position, pour 22% des jeunes, le manque de réseau est un obstacle. Donc, le manque de réseau professionnel et le manque de connexion professionnelle qui freinent la recherche d'emploi. On a voulu aussi vous parler ici rapidement de la confiance en soi. Globalement, ce qu'on a pu observer, c'est plus le temps passe. Quand un jeune postule à une offre, plus le temps passe et s'il n'est pas retenu, il va avoir tendance à accepter une offre qui a potentiellement moins de ses critères de recherche de base, donc une rémunération plus faible ou alors un job dans lequel le jeune ne va pas se projeter à long terme. Plus la recherche d'emploi dure et potentiellement plus les refus s'enchaînent, et donc ça affecte fortement la confiance en soi, en ses propres capacités lors d'un entretien d'embauche, à convaincre et essayer de trouver un job. Les jeunes sont aussi plus sensibles à la conjoncture économique. Ici, on a voulu illustrer ça en vous sortant une citation. Donc, les risques liés à la conjoncture économique sont plus souvent supportés par les jeunes. Leur taux de chômage est plus élevé que celui du reste de la population et il réagit plus fortement aux variations conjoncturelles. Globalement, ce qu'on a observé avec les statistiques des 15 dernières années, c'est que les jeunes sont 2 fois plus au chômage que le reste de la population, qu'il y ait des crises, donc la crise économique de 2008, une crise Covid de 2020, mais c'est pas parce qu'il y a une crise que les jeunes sont plus au chômage, ils le sont, peu importe. C'est la conjoncture économique est au top ou pas. Et notamment sur la pandémie de Covid, on vous a sorti un chiffre aussi. Il y a 32% des 18-25 ans qui ont perdu le travail et le stage qu'ils avaient sécurisé avant la pandémie Covid. Donc, ça a eu un impact sur les jeunes qui étaient en recherche d'emploi ou en début de carrière à ce moment-là. Et donc, dans ce contexte, c'est intéressant de se poser la question de justement comment le contexte peut influer le rapport à l'inquiétude. Et du coup, on a ressenti une étude qui a été publiée par l'INJEP et qui l'est chaque année, qui questionne justement cette confiance dans l'avenir du côté des jeunes. Et donc, un chiffre qu'on a noté qui est intéressant, c'est que 63% des 18-30 ans se déclarent confiants dans l'avenir pour les 3 années à venir. Donc, c'est un chiffre qui, nous a un petit peu surpris parce que globalement, c'est pas forcément toujours ce qu'on entend dans nos conférences, sur le terrain, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Peut-être pour comprendre un peu plus ce chiffre,
C'est un chiffre qui est plus élevé que 2021 et 2022. On suppose évidemment pourquoi, on sait pourquoi. Il est assez proche du niveau des études des années 2018 et 2020. Et notamment, autre chose qui est assez intéressant, c'est que les jeunes générations sont bien davantage confiantes dans les années à venir, dans les 3 années à venir, que les générations plus âgées. Donc, on note notamment 23 points d'écart entre les 18-30 ans et les 31-59 ans. Donc ça, c'est intéressant aussi sur comment se positionnent les jeunes face à l'avenir et aussi dans leur niveau de confiance et d'inquiétude par rapport à l'avenir. Et donc, on s'est posé la question de pourquoi finalement, potentiellement, ce chiffre est assez élevé. Il nous semblait assez élevé, en tout cas par rapport à ce que nous, on entend, ce qu'on observe. Donc, il y a plusieurs raisons. D'abord, Raphaël l'a dit, il y a une question de conjoncture économique. Il y a notamment une étude de la CEREC qui démontre que l'inquiétude est d'abord une question beaucoup de conjoncture économique et globalement, le marché en 2023 était assez favorable pour les jeunes. On observe aussi que c'est peut-être une caractéristique de génération. En tout cas, c'est une théorie qui a été mise en avant. Une citation ici qui le démontre, dit « La jeune génération apprend à vivre dans le court terme en migrant sans cesse d'une tâche, d'un emploi ou d'un lieu de travail à l'autre, tout en étant capable de laisser filer le passé. Une génération agile en somme. » On a vu d'autres auteurs qui parlaient de génération autonome. Donc, peut-être que c'est aussi une caractéristique de génération d'avoir cette confiance, en tout cas court terme, dans l'avenir. Évidemment, c'est un point qui est nuancé en fonction des publics et ça me permettra de faire la transition avec la partie d'après qui est venue enquêter notamment les difficultés par public. Et bien évidemment, le genre peut influencer son rapport à l'inquiétude. Typiquement, il y a des études qui ont été publiées par l'INJEP qui montrent que systématiquement, les hommes ont plus confiance dans l'avenir que les femmes. L'origine, on y reviendra, mais accroît énormément l'inquiétude parce que c'est plus compliqué de trouver un emploi en fonction de son origine. L'ancienneté également peut avoir un impact. Le lieu d'habitation, on va en reparler aussi. Évidemment, la situation de la vie de l'emploi, on n'aura pas la même inquiétude dans son rapport au travail et dans son rapport aux futurs proches en lien avec le travail si on est au chômage, si on est étudiant ou si on est en poste. Et bon, je te laisse prendre la suite, Raphaël. Alors, pour la deuxième partie, comme vient un petit peu de le mentionner Lou, on voulait vous parler de la jeunesse plurielle et le fait que pas tout le monde ait les mêmes difficultés. Premièrement, on s'est intéressé au poids du diplôme, notamment en France, c'est un peu une particularité culturelle française aussi. Le diplôme va avoir une influence sur l'insertion professionnelle. Ici, on vous a sorti une statistique. La proportion des personnes qui sont au chômage 4 ans après la fin de leurs études a plus de 40 points d'écart. Donc, on a 52,4% des jeunes n'ayant obtenu que le brevet des collèges qui sont au chômage 4 ans après la fin de leurs études, contre 11% des diplômés de l'enseignement supérieur. Ce qu'on a pu observer, c'est que globalement, le diplôme, ça reste une protection contre le chômage, même si c'est une protection qui protège un petit peu moins lorsque la conjoncture économique est dégradée. Une entreprise va pouvoir regarder si un jeune n'a pas d'expérience, va plutôt se baser sur son diplôme pour valider un petit peu ses acquis qui ont été du coup validés par une école. Et c'est un problème parce qu'aujourd'hui, en France, il y a 12,8% des jeunes qui sont NEET, des 15-29 ans. Donc NEET, N-E-E-T-S, c'est pour ni en emploi, ni en études, ni en formation, et qui donc, ce public-là, va être en encore plus grande difficulté. Et donc, pour reprendre la suite de Raphaël, donc évidemment, le poids du diplôme est important. Il y a d'autres facteurs qui vont influencer la facilité à s'insérer ou non dans le marché du travail. Donc, l'impact de l'habitation, évidemment, les bassins n'ont pas tous la même dynamique économique et donc, ça va faciliter ou non le fait de trouver un travail. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on a mis dans notre étude une carte qui a été publiée par l'Observatoire des territoires qui, en fait, est une carte interactive et qui met en avant les territoires qui ont le plus de difficultés, qui représentent le plus de difficultés en termes d'insertion, notamment en lien avec les NEET. Donc, notamment, on constate que la Bretagne ou l'Auvergne-Rhône-Alpes ont moins de difficultés et peut-être plus un bassin dynamique par rapport à le sud de l'Occitanie ou les régions outre-mer. Donc ça, vous pouvez aller voir directement soit sur le site, soit sur notre étude. Et on a également fait une comparaison avec 10 ans d'écart. Et globalement, les bassins, le taux d'insertion des jeunes n'a pas beaucoup évolué sur une dizaine d'années. Donc on constate que c'est très ancré aussi dans ces territoires-là. L'impact du genre, évidemment, on en a un petit peu parlé, va impliquer des difficultés supplémentaires quand on est une femme en termes de recherche d'emploi.
Donc déjà, les femmes sont plus préoccupées par le fait d'être discriminées. Elles sont plus inquiètes, on l'a dit juste avant, et elles sont aussi sous-représentées dans les professions les plus rémunératrices et socialement valorisées. Par exemple, elles sont plus souvent employées que cadres, puisqu'elles sont pour 40% employées versus 20% qui est la proportion chez les hommes. L'origine sociale, ensuite, c'est énorme aussi en termes de difficultés supplémentaires sur la question de la recherche d'emploi. Notamment, les personnes ayant une ascendance migratoire sont moins diplômées. Et on a vu l'importance et le poids du diplôme. Donc déjà, ces personnes elles arrivent dans la vie active avec des difficultés supplémentaires en fonction de leur origine. On peut voir sur le tableau qu'en fonction de si on a une ascendance migratoire ou non, on aura plus. Statistiquement, les gens ont plus de diplômes sont plus diplômés du supérieur. Et notamment, on observe que c'est les descendants d'immigrés d'Afrique qui ont le plus de difficultés, qui sont plus non diplômés, en tout cas, dans les statistiques. Ce qui est aussi intéressant, c'est que donc, déjà, ils partent avec cette difficulté supplémentaire où généralement, ils sont moins diplômés du supérieur et du coup, avec ce cycle vicieux du poids du diplôme, c'est compliqué. Et en plus, ils sont largement plus discriminés. Donc, on a ressorti une étude qui est très intéressante de l'Institut Montaigne qui a fait une grande enquête sur le sujet en menant de différents testings. Et globalement, la conclusion de leur côté, c'est que y a une personne d'ascendance migratoire qui va avoir un nom qui suggère une origine maghrébine à 31,5% de chances en moins en moyenne d'être contacté par les recruteurs. Donc, c'est un écart qui est énorme par rapport à un nom qui ne va pas suggérer cette origine maghrébine. Prendre un exemple. Donc, vraiment, l'impact de l'origine sociale est énorme dans la question de la recherche d'emploi. Ensuite, il y a énormément de freins aussi périphériques qu'on appelle des freins sociaux qui vont s'accumuler généralement et qui vont peut-être, si on est une femme et en plus on peut avoir des freins périphériques, faire que cette recherche d'emploi va être compliquée. Donc, par exemple, la mobilité en lien avec la situation géographique, la maîtrise numérique, son état de santé, l'accès au logement, les défauts de couverture sociale, l'isolement et l'absence de soutien familial sont des critères qui vont venir en supplément de peut-être déjà toutes ces complexités au niveau de la recherche d'emploi. Et donc, du coup, côté employeur, on s'est posé deux questions. D'abord, la question de quelles sont les entreprises qui recrutent les jeunes. Et donc, ce qu'on a observé, on a vu une étude qui a été publiée par la CEREC qui a analysé les 3 premières années de la vie active de près de 750 000 jeunes, donc un gros panel. Et donc, ce qu'ils ont observé, c'est que 25% des jeunes ont trouvé leur premier emploi dans les secteurs du commerce et de la distribution. Une autre étude publiée en 2021 montrer un peu les top 10 des métiers qui recrutent des juniors. On retrouve parmi ces métiers les métiers de commerciaux, de techniciens de maintenance, de développeurs, d'assistants administratifs, de préparateurs de commandes, par exemple. Néanmoins, il y a des énormes écarts en fonction évidemment du diplôme. On en a bien déjà parlé. Donc les non-diplômés ou les diplômés de CAP ou BEP ont plutôt tendance à s'orienter dans 4 secteurs, donc commerce, industrie, construction et CHR, donc café, hôtellerie, restaurant. Et à l'inverse, un tiers des diplômés de bac plus 5 ou plus vont plutôt s'orienter vers des secteurs scientifiques et technologiques. Donc, on observe que le diplôme va avoir un impact sur la filière. Et sur la question des entreprises et leur tension de recrutement, une étude de Pôle emploi qui a été publiée l'année dernière démontre que 61% des recrutements sont jugés difficiles côté entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous observez aussi cette difficulté de recrutement chez vous, globalement, vous n'êtes pas les seuls. Toutes les entreprises ont du mal à recruter en 2023 et même avant. Le Covid, globalement, a complexifié les recrutements. Donc, c'est 6 recrutements sur 10 qui sont jugés compliqués depuis la crise sanitaire, contre 4 sur 10 précédant la crise sanitaire. Donc, pourquoi il y a une explication qui est intéressante, et c'est la citation qui est juste en dessous du chiffre, qui est issue d'une étude qui a été menée par le Conseil économique, social et environnemental sur cette question des métiers en tension. Et donc, ce qu'ils observent, c'est que les métiers qui connaissent des tensions accrues ont pour point commun de présenter des conditions de travail difficiles avec des horaires atypiques, ainsi qu'une faible reconnaissance et une insuffisante valorisation des compétences, notamment du point de vue salarial. Donc, en effet, on verra que certains métiers sont beaucoup plus en tension que d'autres et peut-être se reconnaissent dans cette description-là, que ce soit les métiers du secteur de la santé, du BTP, du transport, de la restauration. Donc, voilà un petit peu pour une potentielle explication aussi sur ces métiers spécifiques, notamment sur la question du futur et de la prospective. La DARES
Et France Stratégie ont sorti une étude pour questionner justement un petit peu ce qui allait se passer entre 2019 et 2030. Et ce qu'ils observent, c'est que globalement, chaque année, entre 2019 et 2030, il y aurait 120 000 postes non pourvus. Ils ont pris évidemment en compte à la fois les départs à la retraite, la transition démographique et le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un gros nombre de postes qui ne seront a priori non pourvus par les jeunes qui entrent sur le marché du travail. Donc pour un petit peu comprendre aussi comment va évoluer cette dynamique de tension. Pour continuer, on s'est interrogé à l'impact de l'orientation et du parcours scolaire sur la carrière et la recherche d'emploi future. Alors, pour commencer, exception française encore, le choix d'orientation qui se fait de manière très précoce va souvent enfermer les jeunes dans des parcours assez tracés qui ne conviennent pas forcément à la réalité du monde professionnel d'aujourd'hui, où le modèle linéaire études, insertion, travail et retraite est totalement en train de s'effriter. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 61% des jeunes qui déclarent s'être orientés par défaut, selon une étude de la fondation Alpha Omega qui est sortie l'année dernière. Ce qui est ressorti de ce travail-là aussi, c'est qu'il y a un sentiment partagé que l'école n'aide pas assez les jeunes dans la recherche d'emploi. Là, on s'est posé la question, ce n'était pas notre focus principal, mais potentiellement du manque de moyens de la part de l'école, manque de temps, manque d'argent pour pouvoir accompagner correctement les jeunes dans leur recherche d'emploi. Ce qu'on voulait noter ici aussi, c'est qu'à niveau scolaire comparable, les jeunes les moins favorisés vont plus souvent dans les secteurs les moins prisés et contre leur gré. L'origine et la catégorie socio-professionnelle des parents a une influence sur le parcours d'orientation et donc de carrière ensuite. Et globalement, il est beaucoup plus facile de savoir par où commencer, de pouvoir expliquer sa motivation pendant un entretien d'embauche quand on a réellement choisi sa voie. Pour faire le lien avec le monde professionnel, le peu de projection professionnelle à l'école ou pendant les études va créer une grosse désillusion pour des jeunes qui vont entrer sur le monde du travail. Là, on peut voir qu'il y a 46% des jeunes qui restent moins d'un an en poste, selon un chiffre de 2020. On a essayé d'expliquer ça en se disant que c'était des jeunes qui avaient du mal à se projeter dans le monde professionnel. Et donc, on peut aussi voir qu'il y a un jeune sur deux qui affirme que son école ne lui a pas donné l'opportunité de rencontrer des professionnels. Il y a une exception à ça qui est les contrats d'alternance, qui sont des vecteurs d'insertion, de satisfaction. Les personnes qui ont fait des alternances sont plus souvent en contrat pérenne à l'issue de leur alternance, donc en CDI, et ont plus souvent une meilleure rémunération. Ici, on vous a sorti un chiffre du baromètre de l'insertion des jeunes diplômés qui est fait par l'APEC. Là, c'est l'édition 2022. Ils sont allés interroger des jeunes 12 mois après l'obtention de leur diplôme. Donc, on peut voir qu'il y a 89% des jeunes diplômés ayant fait une alternance sont en emploi, contre 78% de personnes qui n'ont pas fait d'alternance qui sont en emploi, du coup, un an après l'obtention de leur diplôme. Ce qu'on voulait souligner ici aussi, c'est que l'alternance, c'est un contrat qui est en pleine explosion en France. En 2008, il y avait 300 000 personnes en alternance, et en 2022, il y en avait 837 000, donc x3 en 10 ans. Pour continuer sur les attentes des jeunes qui entrent sur le marché du travail, on s'est interrogé sur la place du travail chez les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'espace mental ou pas? Ce qu'on a pu observer, c'est que le travail reste un enjeu majeur pour les jeunes. Il y a 80% des jeunes qui affirment que le travail est important pour eux et seulement 18% des jeunes qui le disent prioritaire comme sujet. Une étude de l'INJEP qui date de 2020 qui a montré que les problématiques conserver un emploi stable et améliorer sa situation professionnelle sont une priorité pour 15% des jeunes. Donc, ce qui vient compléter le chiffre qu'on vous a mis ici. Le travail, ça reste une source de construction identitaire. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau et qu'on vous demande qui vous êtes, de commencer par le travail. En tout cas, voilà, c'est une forte partie de la vie d'un jeune et c'est parfois perçu comme le premier levier d'impact pour adresser les sujets qui tiennent à cœur à quelqu'un. Ce qu'on a voulu souligner, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes différents et donc il y a plusieurs rapports au travail, voire un rapport au travail intergénérationnel. Et donc là, on vous a mis un résumé déjà des 9 attentes.
et je vais faire un petit focus sur quelques-unes d'entre elles. On n'aura pas forcément l'occasion de parler de tous les chiffres, de toutes ces attentes. Mais en gros, on a sélectionné parmi ces 60 sources les 9 attentes qui ressortaient le plus souvent. Donc tout d'abord, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la flexibilité, la transparence et la cohérence, le sens, le salaire, l'esprit d'équipe, le lien entre les collègues et un management de qualité, la stabilité et la sécurité, la possibilité de pouvoir évoluer et des outils à jour et efficaces. Avant de faire un petit focus sur quelques-unes de ces attentes, on voudrait répéter, c'est des choses qu'on dit souvent pour ceux qui nous connaissent, mais évidemment, nous, on est persuadés que les jeunes générations sont une loupe sur le reste des générations. On sait très bien, il y a quelques chiffres qui le démontrent, même dans cette étude-là, que globalement, ces attentes ne concernent pas que les jeunes. Elles s'appliquent plus largement à la génération Y et à l'ensemble des autres générations. Donc c'est globalement des attentes intergénérationnelles et elles vont dépendre des individus en fonction aussi de son parcours et de son vécu. Donc un petit zoom sur quelques-unes de ces attentes. Donc d'abord pour parler de l'équilibre et aussi de la flexibilité. Donc ce qu'on observe, c'est que l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que le bien-être au travail sont devenus des critères assez essentiels, notamment ont été mis en lumière par le Covid. Donc c'est une attente, là on peut le voir dans le chiffre que je vais évoquer juste après, mais qui n'est pas seulement celle de la génération Z. On observe aussi que la génération Y a de fortes attentes vis-à-vis de cet équilibre. Et c'est aussi plus largement le cas dans la société, dans les autres générations. Et donc, du coup, un chiffre qu'on a mis en avant là, c'est 67% des moins de 24 ans et 65% des milléniaux, donc de la génération Y, donc c'est très proche en termes de chiffres, sont prêts à quitter leur emploi s'il leur empêche de profiter de leur vie. Donc, il y a vraiment cette sensation de, oui, le travail est important, néanmoins, on veut avoir cet équilibre avec aussi, et avoir la place, le temps de faire autre chose à côté du travail. La flexibilité, c'est aussi une très forte attente. Je vous ai sélectionné un chiffre aussi ici qui met en avant que 73% de la génération Z souhaitent que l'entreprise leur permette d'organiser eux-mêmes leur horaire de travail. Donc globalement, cette question de la flexibilité, on l'observe à la fois sur le lieu de travail, sur les méthodes de travail, c'est assez large. Il y a l'action du télétravail fait souvent débat. En tout cas, nous, on nous pose beaucoup de questions dessus. Et ce qu'on observe, en tout cas sur cette question-là, c'est que les jeunes générations sont en recherche d'un juste milieu. Elles sont ni en recherche d'un extrême ni de l'autre. Et globalement, cette question de la flexibilité, en réalité, elle est très liée à la question de la confiance. C'est-à-dire que les jeunes générations ont envie qu'on leur donne le choix, qu'on leur donne la possibilité, par exemple, de faire le télétravail. Si je prends cet exemple précis, bien que la flexibilité ne concerne pas juste le télétravail. Et en fait, donner le choix, donner la possibilité, donner l'opportunité, c'est aussi une preuve de confiance pour beaucoup. Donc voilà cette question de la flexibilité. Donc deux critères, l'équilibre et la flexibilité, qui sont beaucoup revenus dans nos lectures. Ensuite, la question du sens et du salaire. Donc premièrement, on a observé que la question du sens au travail a pris de l'ampleur et que les jeunes sont de plus en plus nombreux à l'identifier comme un critère. Donc c'est 78% des 18-24 ans qui affirment qu'ils n'accepteraient pas un emploi qui n'a plus de sens pour eux. Et en parallèle, sur le terrain, lors de nos conférences et lors de nos échanges partenaires, le critère du sens, il est souvent opposé à cette question de salaire. Donc, est-ce que les jeunes priorisent l'un ou l'autre? Et on a lu beaucoup d'études sur ce sujet et on observe que en fait, finalement, les études qu'on a lues se contredisent. Parfois, elles mettent le salaire avant le sens ou le sens avant le salaire. Le salaire reste un critère très important. On entend souvent que le critère, c'est plus forcément un critère, mais c'est un critère très important. Il n'a pas diminué parmi les attentes des jeunes. Donc là, un chiffre qui met ça en avant, donc 64% des jeunes interrogés par YouGov ne sont pas prêts à faire des concessions sur leurs prestations salariales et n'accepteraient pas de revoir leur salaire ou chercher à la baisse. Donc pour sortir de ce débat à sens ou salaire, gardons en tête que ces deux critères finalement sont tous les deux importants et ont leur place. Une petite nuance aussi, tout le monde n'a pas évidemment le luxe de se poser la question du sens au travail. Certains n'ont pas le choix et du coup, ce n'est pas une question qui va concerner tout le monde. Donc, c'est aussi intéressant de mettre ce point en avant. Sur la question du lien humain avec son équipe et notamment avec son manager, le lien, c'est vraiment quelque chose qui est une forte attente. On l'observe aussi sur tous les ateliers qu'on fait, sur tout le terrain. Donc là, un chiffre qui dit que le premier levier de fidélisation pour les 15-22 ans est l'esprit d'équipe. Donc il y a vraiment une attente chez les jeunes générations de cette cohésion d'équipe, de ce lien qui va être très important. Aussi une relation saine et positive avec son manager,
qui va être un facteur fort d'épanouissement, ou à l'inverse de frustration si ça se passe mal. Ça me permet de faire une petite aparté sur le manager, qui est évidemment clé de l'organisation globale d'une entreprise, d'une association ou d'autres types de structures. D'où l'importance de prendre soin des managers, parce qu'ils se retrouvent notamment beaucoup en difficulté entre, d'une part, une batterie de plus en plus rigoureuse d'indicateurs de performance, et d'autre part, une responsabilité accrue quant à la qualité de vie au travail de leurs équipes. Donc ça vient d'un article du Monde sur la question de l'intensification du travail, et on observe que souvent le manager est vraiment écartelé entre son équipe, prendre soin, être à l'écoute, et en même temps, peut-être la performance, les objectifs à remplir qui viennent de plus haut. Et donc ensuite, pour la dernière slide, un petit peu sur les critères que j'ai voulu mettre en avant pour cette restitution, donc la question de la stabilité, de la sécurité. Donc, une question qu'on nous pose beaucoup aussi, c'est la question du CDI, est-ce qu'il est voué à disparaître? C'est une question qui fait débat. Et globalement, ce qu'on observe, c'est que le CDI a de longues années, donc c'est 79% de la génération Z qui souhaite trouver un CDI. Pourquoi? C'est assez simple finalement, le salariat et plus précisément le CDI, il est apprécié parce qu'il apporte une sécurité financière, un meilleur équilibre de vie, et il permet aussi, vous savez, j'imagine tous très bien, l'accès au logement, une stabilité, donc c'est encore recherché par une majorité de jeunes. Et donc, même si certains jeunes font le choix d'être en freelance, font le choix de prendre d'autres types de contrats, le CDI est quand même globalement recherché par la majorité des jeunes générations. Donc voilà un petit peu pour cette restitution. Évidemment, il y a beaucoup plus de chiffres dans l'enquête, donc n'hésitez pas à les regarder par vous-même, nous écrire si vous avez des questions, et on va avoir un temps de questions-réponses juste après pour la suite. Donc, on vous l'a expliqué au début, cette enquête, c'est une série d'articles, de chapitres qui vont avoir lieu et qui vont être publiés tout au long de l'année. Et donc sur ce premier chapitre, on a voulu vraiment d'abord aller se confronter à ce qui existe déjà, d'où cette revue de littérature et lecture d'une 60aine de sources. Pour la suite, on a un article à venir qui va dans le prochain mois en partenariat avec Awake, qui est une structure qui intervient dans les écoles et dans les lycées. Et on a notamment fait passer un questionnaire pour questionner à la fois sur quels sont les canaux de recherche des jeunes, pourquoi ils candidatent à une offre et pourquoi ils acceptent une offre. On a reçu plus de 6000 réponses qu'on est en phase d'analyse aujourd'hui pour publier rapidement ce deuxième chapitre. Et il y en a d'autres également à venir. Si vous êtes une association, une structure, un acteur public, et que ça vous intéresse d'être associé à la démarche, n'hésitez pas à nous contacter. L'objectif, c'est aussi de passer de la pensée à l'action. On travaille avec les entreprises pour mettre des choses plus concrètes en place sur ces différentes thématiques. On fait des restitutions en entreprise avec les parties prenantes intéressées. On essaie de réfléchir ensuite à des pistes d'action. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à prendre contact. Et peut-être quelques petites actus, si Raphaël, tu veux dire, et ensuite on vous laissera poser toutes vos questions. Nos petites actus du moment, on a un événement qui s'appelle Jeunesse en Horizon qu'on prépare, qui a lieu mardi prochain. Si vous êtes à Paris et disponible mardi soir, c'est l'occasion. On va parler de jeunesse, un côté un petit peu philosophique, sans trop vous en dire. Ça aura lieu à l'Institut national des jeunes sourds de France, qui est dans le 5e. Voilà, donc l'invitation est partie dans le chat. Et on est en train de préparer la 3e promotion de notre formation CENO, une formation pour apprendre à convaincre, écouter, négocier et opérationnaliser. Ça a lieu entre mars et avril, à Paris aussi. Et pareil, on vous a envoyé les liens pour plus d'informations si vous pensez à des personnes que ça pourrait intéresser, et pour s'inscrire potentiellement si ça vous intéresse vous. Voilà pour les petites actus, et je pense qu'on passe au temps de questions-réponses. Vos réactions sur ce qu'on vient de vous présenter. Oui, Zineb. Excusez-moi, pardon, c'était un bug, je voulais juste envoyer une réaction. Mais en tout cas, merci pour la restitution, c'était super intéressant. Voilà, et si j'ai une question qui me vient, je n'hésiterai pas à réagir. Super, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a il y a des questions, peut-être, est-ce que, en tout cas, les thématiques qu'on a évoquées, c'est des thématiques qui vous parlent? Est-ce que c'est des choses que vous vivez au quotidien dans vos structures? Ou est-ce que pas du tout, au contraire, vous vivez des choses totalement différentes? C'est aussi intéressant d'avoir des retours terrain d'expérience. Pas de questions ni de réaction particulière.
En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions ultérieurement. Je pense qu'on vous a envoyé dans le chat l'enquête, mais peut-être on peut la renvoyer parce que c'était peut-être au début. En tout cas, un grand merci pour votre temps d'écoute et on espère que les chiffres ont été intéressants et que ça vous aura éclairé sur quelques points et permis une première réflexion. Merci. Et à mardi prochain. Si vous êtes dispo, ouais. Merci. 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 Monsieur, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement.